Voilà, une nouvelle série, sur ce que j'appelle, avec tout ce que j'ai déjà partagé avec vous sur des thèmes de la citoyenneté, dans la grande question de la paix et de la justice sociale. Et il y a eu cette expression qui a été attribuée à plusieurs auteurs au cours de l'histoire qui disait que celui qui méconnaît l'histoire est condamné à la revivre. Ou encore, l'autre version de cette citation, c'est celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et une troisième version disait, ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Et c'est vrai que ça sous-tend un peu cette nouvelle série que je vais intituler Le droit de l'étranger. Il y a une réflexion actuelle qui est sur l'accueil de l'étranger, euh, l'immigré, avec tout le développement que nous pouvons voir, que ce soit sur les contextes, dans les contextes africains, dans des contextes occidentaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est une question qui doit nous faire plonger les regards dans le passé. Bon, un passé qui peut être pas un passé lointain. Ce que je veux partager avec vous, déjà, c'est une recension donc d'un ouvrage qui m'a aussi euh, impacté, on va dire, dans ce travail récent sur ces questions-là. L'ouvrage s'intitule Le citoyen, les pouvoirs et Dieu. Le citoyen, les pouvoirs et Dieu. Il a été écrit par Alain Ouzou. C'est les éditions Les Bergers et les Mages. En fait, c'est un ensemble de conférences qui a été donné au temple de l'Église réformée de l'Étoile de novembre à décembre 1997. Et la problématique qui était posée pendant cette série de conférences articulait la foi et le politique. On dira la foi et la politique. Donc, il s'est agi pour chacune de ces soirées qui a été, voilà, finalement repris dans ce livre, de faire dialoguer dans un échange à la fois deux spécialistes de la politique et du droit, et puis aussi de l'économie, et puis à la fois deux théologiens. Donc c'est un dialogue entre spécialistes du droit, de la politique, de l'économie et des théologiens. Et l'une des soirées que j'ai recensées, en tout cas dans ce livre, dont l'intitulé était Le droit de l'étranger jusqu'où, m'intéresse dans la réflexion actuelle sur l'accueil de l'étranger. Euh, les questions qui sous-tendaient le débat et qui peuvent animer aussi votre réflexion et qui a animé la mienne sur la question de l'étranger, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à accepter que les étrangers vivant sur notre sol aient des valeurs culturelles et religieuses différentes des nôtres? Je reprends. Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter que les étrangers vivant sur notre sol aient des valeurs culturelles et religieuses différentes des nôtres? Je rappelle quand même que c'est un débat qui a eu lieu en 1997, ici en France, organisé par un ensemble de personnes qui a eu lieu dans le temple de l'église réformée de l'Étoile. Okay? Débat auquel ont assisté des politiciens, des gens de droit, des économistes. Et sur cette question précise du droit de l'étranger, les orateurs, sinon les conférenciers, étaient François Bayrou, qui à l'époque était agrégé de lettres classiques, était ministre de l'Éducation nationale, qui a été ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, Laurent Ghiavanouni, qui était un permanent du CIMAD, Service communal d'entraide, membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Alain Touraine, historien d'origine et sociologue, directeur d'études de l'École des hautes études de sciences sociales, Olivier de Béranger, prêtre depuis 1964, travaille en relation avec la JOC, la mission ouvrière évêque de diocèse de Saint-Denis. Donc c'est un ensemble de personnes en 97 qui ont eu ce débat. Et ce qui est intéressant, c'est que les questions qui sous-tendaient ce débat, c'est l'une que j'ai évoquée tout à l'heure. La deuxième des questions qui sous-tendaient ce débat, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à tolérer leurs différences? Et puis enfin, à partir de quand cette différence devient-elle intolérable et inacceptable? Il me semble que là, on est au cœur d'une actualité qui peut se vivre
à l'intérieur de l'Église, qui peut se vivre à l'intérieur d'un quartier, qui peut se vivre à l'intérieur d'une ville et qui peut se vivre même au niveau national. Et ce que nous voyons depuis bien longtemps, mais qui, il me semble, avec un focus ces dernières années-ci sur tous les territoires, sur tous les continents, du reste, aucun continent n'est à reste, c'est la question qui est au cœur de l'accueil de l'étranger. Alors, de toutes les visions de l'étranger, en tout cas dans la recension que j'ai faite de cette partie de l'ouvrage, celle qui se prête au débat est celle qui présente l'étranger comme le prochain, l'étranger comme le prochain. Et c'est pour cette raison que l'un des conférenciers justement a affirmé l'écriture a chargé la civilisation chrétienne d'aimer les étrangers comme nous nous aimons nous-mêmes. L'écriture, donc l'écriture, les saintes écritures bien sûr, a chargé les civilisations chrétiennes d'aimer les étrangers comme nous nous aimons nous-mêmes. Et donc, en réaction au sens de nation comme l'ethnie dans laquelle, du reste, on ne peut entrer d'une façon que par la naissance, établir un sens de la nation comme une communauté. Vous savez que dans la conception du mot nation, donc du concept nation, la nation est conçue comme cette entité, cette population dans laquelle on n'entre que par la naissance. Ça, c'était une conception nation ethnie, ok? Et à celle-là, il semble que dans ce débat, en tout cas, on oppose, en tout cas, on juxtapose une autre compréhension de la nation qui est une communauté, n'est-ce pas? Et alors, l'étranger a le droit d'entrer dans cette communauté nationale, s'il le souhaite, en suivant les droits de cette nation-là. Si c'est une nation en tant que communauté, alors l'étranger a le droit de rentrer dans cette nation. Il a le droit de rentrer dans cette nation s'il le souhaite, en suivant bien sûr les droits de cette nation-là. Mais la question qui vient dès qu'on a dit ça dans le débat, c'est, et qui apporte un éclairage, c'est celle de l'étranger au sens culturel et pas national. C'est-à-dire comment dans une société, je prends le cas de la France, mais je pourrais prendre le cas aussi de la Côte d'Ivoire, je pourrais prendre le cas des États-Unis. La question, c'est comment dans une société comme la France, en tout cas c'est ce que les débatteurs ont dit, comment dans une société comme la France, reconnaître le droit de chacun d'agir individuellement et collectivement conformément à ses valeurs, à ses croyances ou à ses principes personnels d'organisation et de la vie individuelle ou collective. Donc c'est une question qui est complexe, qui n'est pas simple. On dit si c'est une nation et que c'est une communauté à laquelle on appartient par adhésion aux droits de cette communauté-là, qu'en est-il alors de cet étranger au sens culturel et pas forcément national, parce que cet étranger, il vient aussi avec un aspect de sa culture. Alors, ce débat est intéressant dans la mesure où il pose bien le problème dit de l'étranger. Il commence par articuler le concept de nation et surtout du critère d'appartenance. Donc, il commence par discuter sur quelle base on appartient à une nation. Quelle est la base d'appartenance à une nation? Si ce n'est plus la naissance, mais c'est la volonté de s'identifier aux valeurs d'un pays et de se soumettre à ses lois, ça c'est une conception. Ce n'est plus la naissance de quelqu'un qui est le seul moyen d'appartenir à une nation, mais tout être humain qui vient sur un territoire peut décider à un moment donné d'appartenir volontairement, de s'identifier aux valeurs d'un pays et de se soumettre à ses lois. Mais aussi, il y a une vraie réflexion, puisque nous sommes dans un monde mondialisé. Alors, l'autre qui vient, donc celui qu'on appelle l'étranger, il vient toujours à nous avec ses valeurs déjà forgées en lui. Et ça, c'est une réalité. C'est même le principe de la mondialisation. C'est un village global où chacun est déjà plus ou moins en tant qu'adulte forgé dans une certaine culture quand il arrive sur un territoire étranger. Alors la question, elle est là. Si le processus d'appartenance se fait par l'intégration ou l'adhésion, est-ce que cela implique le renoncement à notre identité préalable? Si le processus d'appartenance se fait par l'intégration ou par l'adhésion,
est-ce que cela implique le renoncement à notre identité préalable? Voilà la question qui sous-tend cette première interrogation, le droit de l'étranger, jusqu'où? Jusqu'où? Parce que appartenir à une nation, c'est décider par intégration ou décider par adhésion de faire partie d'une communauté. Maintenant, le fait que j'appartienne, que je fasse cette démarche d'appartenir à cette communauté, est-ce que de facto, cela implique que je dois renoncer à ce que j'étais jusqu'au moment où j'ai fait cette démarche d'appartenir à cette nouvelle communauté? Euh, voilà, c'est la question. Et c'est tout l'intérêt de réfléchir à ces choses, parce que dans le passé, un passé récent, en 1997, il y a eu déjà cette réflexion, mais parfois, ce type de réflexion reste dans les oubliettes, et quand on remet le débat sur le tapis, bah on oublie qu'on en a déjà fait et qu'on en a tiré certaines leçons, certaines conséquences. Celui qui méconnaît l'histoire est condamné à la revivre. Donc, essayons ensemble sur cette série de réfléchir à cette interrogation sur l'étranger. L'étranger n'est pas nouveau. L'étranger, il a toujours existé. L'étranger a été toujours parmi nous. Et la vraie question, c'est, finalement, nous sommes tous des étrangers, n'est-ce pas? Dans les vidéos prochaines, je donnerai un peu plus d'éléments sur cette question. Mais j'aimerais que vous puissiez rester sur cette vidéo avec cette dernière assertion. Si le processus d'appartenance se fait par l'intégration ou par l'adhésion, est-ce que cela implique le renoncement à notre identité?